Les lustres monumentaux du grand hôtel de la Loire scintillaient comme des étoiles gelées, leurs pampilles de cristal dispersant des milliers d'éclats lumineux sur le sol de marbre poli où se tenait Manon Duval, vêtue de sa robe de mariée. Une création de soie ivoire, douce et fluide, qui enveloppait avec une perfection délicate son petit ventre, où se dessinait la promesse nouvelle d'un bébé. Les invités chuchotaient, leurs voix feutrées s'élevant dans l'immense hall, les flashs des appareils photo crépitaient comme un orage électrique, et une douzaine d'employés s'affairaient dans les couloirs, courant pour mettre la dernière main aux préparatifs du mariage de milliardaire le plus attendu de l'année. Mais les mains de Manon tremblaient. Pas de nervosité, mais à cause de quelque chose de plus profond, de plus sombre, une chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Elle souleva légèrement son voile pour respirer, debout près d'un couloir latéral, tentant de calmer les vagues de nausée qui la submergeaient. Elle se répétait que c'était la grossesse, pas ce sentiment de malaise qui lui griffait la poitrine depuis l'aube. Son téléphone vibra, inondé de messages de ses demoiselles d'honneur lui disant qu'elle était radieuse, de cadres la félicitant pour cette union parfaite, et d'investisseurs louant Stéphane Garnier, son futur mari, pour avoir choisi une femme qui symbolisait l'intégrité. L'intégrité. Le mot la piqua plus cruellement que les lanières de ses escarpins. Manon inspira brusquement et s'approcha du bord du couloir. Elle pouvait entendre des voix étouffées derrière la porte du salon privé. Elle reconnut le ton grave et assuré de Stéphane. Elle ne devrait pas écouter. Elle le savait. Mais quelque chose dans sa poitrine se resserra alors qu'elle se figeait sur place. Puis elle entendit le rire de Chloé Petit. Aigu, intime. Proche. Un rire que Manon n'avait jamais entendu en public en présence de Stéphane. Elle se pencha légèrement vers la porte. « Détends-toi, dit Chloé, sa voix dégoulinant de satisfaction. Après le mariage, tout est verrouillé. Son nom scelle les documents. Tu auras le contrôle total. » Le souffle de Manon se coupa. Stéphane gloussa, un son suave, arrogant. Elle n'en a aucune idée, Chloé. Elle pense que ce mariage est une question d'amour, mais une fois l'accord conclu, elle est juste utile. C'est tout. La vision de Manon se brouilla. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Ses doigts se crispèrent contre le mur alors qu'elle sentait son monde entier basculer. La voix de Chloé de nouveau, plus froide maintenant, et le bébé ? Une pause. Puis Stéphane murmura les mots qui brisèrent son âme. On s'en occupera plus tard. Pour l'instant, elle n'est qu'un levier. Manon recula en chancelant, son voile tremblant, sa poitrine se contractant. La marche nuptiale commença à jouer au loin. Quelqu'un appela son nom. Les invités attendaient, les caméras étaient prêtes, et son avenir s'effondrait. Et Manon comprit enfin que ce n'était pas un mariage. C'était un piège. Et dans une minute, elle s'apprêtait à faire exploser son empire d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Manon se stabilisa contre le mur de marbre froid, sa respiration tremblante alors que la marche nuptiale montait en puissance depuis la grande salle de réception. Chaque note résonnait comme un conte à rebours vers une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Un avenir bâti sur des mensonges, la manipulation, et un homme qui ne l'avait jamais aimée. Ses doigts tremblaient alors qu'elle agrippait le bord de sa robe. Elle essaya d'inspirer, mais ses poumons refusaient de se dilater. La nausée ne venait plus de la grossesse. Elle venait d'une trahison si vive qu'elle semblait physique. Elle se força à écouter de nouveau. Non pas parce qu'elle voulait une confirmation, mais parce qu'elle avait besoin de savoir jusqu'où allait la supercherie. À l'intérieur du salon privé, la voix de Stéphane reprit son ton autoritaire habituel. Sa signature lit tout. Sans elle, les régulateurs signaleront les documents. Une fois que ce sera validé, Valtech sera intouchable. Chloé ricana. Le genre de ricanement qui vient des lèvres de quelqu'un qui croit avoir gagné. Et quand elle réalisera qu'elle a été jouée d'ici là, dit Stéphane, le conseil d'administration se rangera de mon côté. Nous dirons qu'elle souffrait d'instabilité émotionnelle, de stress lié à la grossesse, peu importe ce qui fonctionne. Elle disparaîtra tranquillement. Manon pressa une main contre son ventre, comme pour protéger la petite vie à l'intérieur du poison qui se déversait à travers la porte. Ses jambes semblaient faibles, mais l'instinct de protéger son enfant brûlait comme une flamme montante. Un bruit soudain derrière elle la fit sursauter. Lucas Bernard, un jeune membre du personnel de l'hôtel, pas plus de 20 ans, se figea en voyant son visage pâle. « Mademoiselle Duval, est-ce que ça va ?» murmura-t-il. Manon déglutit difficilement.
vous n'avez rien entendu, n'est-ce pas? Ses yeux s'agitèrent nerveusement. Un peu. Si vous avez besoin d'aide, je peux. Mais avant qu'il ait pu finir, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Manon lui attrapa doucement le bras. S'il vous plaît, ne dites pas un mot. Pas encore. Il hocha la tête, effrayé, mais sincère. Manon s'éloigna de la porte, se déplaçant dans le couloir aussi silencieusement que possible. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, seulement qu'elle devait s'éloigner avant que Stéphane ne la voie. Elle avait besoin d'espace, de temps, d'air. Alors qu'elle se hâtait vers un escalier de service, elle entendit une autre voix derrière elle. Manon. Elle se figea. Nicolas Moreau se tenait au bout du couloir, vêtu d'un smoking anthracite qui contrastait vivement avec l'inquiétude gravée sur ses traits. De toutes les personnes qui pouvaient assister à son effondrement, il fallait que ce soit lui. Le seul homme que Stéphane méprisait, le seul investisseur assez puissant pour le défier. Manon tenta de cacher ses larmes, mais Nicolas avait toujours été un fin observateur. On dirait que vous fuyez, dit-il doucement. Manon secoua la tête, mais l'émotion la trahit. Nicolas s'approcha. Que s'est-il passé? Demanda-t-il. Sa voix se brisa. Tout. La mâchoire de Nicolas se crispa. Il regarda vers le salon privé, puis de nouveau vers elle. Dites-moi la vérité, dit-il. Vous a-t-il fait du mal? Les lèvres de Manon tremblèrent. Pire. Il m'a utilisé. Nicolas inspira lentement, un calme dangereux s'installant sur lui. Et à cet instant, Manon réalisa quelque chose. Stéphane Garnier venait de commettre la pire erreur de sa vie. Manon ne réalisa qu'elle pleurait que lorsqu'une larme chaude glissa sur sa joue et assombrit la soie de sa robe. Elle l'essuya rapidement, presque avec colère, comme pour effacer une preuve de faiblesse. La musique de la salle de réception s'insinua de nouveau, douce, élégante, moqueuse. Quelque part là-bas, des centaines de personnes attendaient sa grande entrée. Il s'attendait à une mariée rayonnante, pas à une femme dont le cœur venait d'être ouvert en deux derrière une porte verrouillée. Nicolas l'observait attentivement, sans la toucher, sans l'envahir, se tenant simplement là comme un pilier stable pendant que son monde s'effondrait. Sa voix était basse, contrôlée. Manon, regardez-moi. Elle le fit, et pour la première fois depuis qu'elle avait entendu la trahison, elle se sentit ancrée. Qu'avez-vous entendu exactement? Demanda-t-il. Sa gorge se serra. Il a dit que j'étais un levier, qu'une fois l'accord conclu, il se débarrasserait de moi, de nous. Elle posa une main protectrice sur son ventre. Le bébé n'est même pas en sécurité. L'expression de Nicolas s'assombrit de quelque chose qui n'était pas de la pitié. C'était de la fureur, froide, précise, et entièrement dirigée contre Stéphane Garnier. Vous devez quitter cet étage, dit-il. Vous ne devriez être nulle part près de lui quand il sortira. L'idée que Stéphane marche vers elle, souriant comme si de rien n'était, envoya une pointe de panique dans sa poitrine. Manon prit une inspiration tremblante. Mon bouquet, mes vœux, tout est dans la suite nuptiale. Vous n'avez plus besoin de rien de tout cela, dit Nicolas. Vous avez besoin de vous-même, et vous avez besoin d'une issue. Une vague de vertige la frappa. Elle chercha de nouveau le mur, ses doigts effleurant le marbre froid. Nicolas s'approcha, ne la touchant pas, mais assez près pour qu'elle se sente plus stable. Vous tremblez, murmura-t-il. Je suis enceinte, terrifiée, et sur le point d'annuler le plus grand mariage de l'année. Manon laissa échapper un rire creux. Je pense que trembler est raisonnable. Manon. Nicolas hésita, choisissant ses mots. Vous n'êtes pas obligé de faire ça seul. Je suis là. Ces trois mots la brisèrent presque. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Léa Martin, son organisatrice de mariage, déboula dans le couloir. Vous voilà. Halta Léa. Tout le monde attend. Stéphane demande où. Puis elle s'arrêta. Son regard passa des yeux gonflés de Manon à la présence de Nicolas. La suspicion éclata. Est-ce que tout va bien? Non, murmura Manon. Léa cligna des yeux, clairement non préparée à l'honnêteté. Vous êtes juste submergé, dit-elle rapidement. Ça arrive aux mariés. Respirez profondément, souriez, et... Non, répéta Manon plus fort cette fois. Je n'entrerai pas dans cette salle de réception.
Le visage de Léa se vida de toutes couleurs. Manon, ma chérie, vous ne pouvez pas simplement. J'ai dit non. Pendant un instant, le couloir devint silencieux. Même la musique sembla s'arrêter. Puis, comme si le destin choisissait un moment pour retourner le couteau dans la plaie, le rire de Stéphane résonna depuis le salon privé. Fort, confiant, inconscient. Manon se raidit. Nicolas la regarda se transformer, passant d'une mariée fragile à quelque chose de plus tranchant, de plus fort. Elle redressa les épaules, essuya ses larmes, leva le menton. Si Stéphane Garnier pensait qu'elle était un levier, il était sur le point d'apprendre ce qu'une femme poussée à bout pouvait vraiment faire. Les portes de la grande salle de réception se dressaient au bout du couloir doré comme la gueule d'un lion attendant de l'avaler toute crue. Derrière elle, l'orchestre avait déjà entamé la deuxième boucle de la marche nuptiale. Les invités murmuraient, dans une attente confuse. Manon pouvait presque sentir le poids de centaines de regards impatients, chacun prêt à assister à un moment de conte de fées qui n'avait jamais vraiment existé. Son organisatrice tira nerveusement sur son presse-papier. « Manon, ma chérie, entrons, sourions pour les caméras, et nous réglerons tout ça plus tard. Vous ne voulez pas de scandale. » Manon laissa échapper un rire essoufflé et sans humour. « Il y a déjà un scandale. Vous ne le savez simplement pas encore. » L'organisatrice se figea, les lèvres entr'ouvertes de confusion. Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes de la salle s'entr'ouvrirent légèrement, et Léoré, un témoin du marié, jeta un coup d'œil. Son sourire forcé s'effaça instantanément en voyant Manon toujours dans le couloir, immobile, non rayonnante, pas la mariée parfaite qu'ils avaient répétée. Stéphane demande des nouvelles, balbutia-t-il. Il a dit de vous dire que la presse a déjà commencé la diffusion en direct. Bien sûr qu'il l'avait fait. Toutes les publications de mariage de Paris à Marseille regardaient. Des influenceurs étaient venus en avion. Les investisseurs remplissaient les premiers rangs. Ce n'était pas juste un mariage. C'était un spectacle. Un spectacle bâti sur la trahison. Manon recula d'un pas. Je n'entrerai pas. Le témoin cligna des yeux, confus. C'est une blague ? Nicolas s'avança, sa présence calme rayonnant à travers la tension. Non, elle n'entrera pas. La reconnaissance traversa le visage du témoin, non pas à cause du nom de Nicolas, mais à cause de ce que sa présence signifiait. Nicolas Moreau n'était pas juste un autre invité. Il était le rival de Stéphane, son égal, et sa menace. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Vous n'avez pas besoin de me parler, l'interrompit Nicolas. Sa voix était basse, mais elle portait le pouvoir. Vous devez l'écouter, elle. Manon pouvait voir la panique se répandre sur l'expression de l'organisatrice. Elle ne s'inquiétait pas des sentiments de Manon. Elle s'inquiétait de sa réputation, des médias, des investisseurs, du spectacle qui s'effondrait. Manon, plaida l'organisatrice. Si vous reculez maintenant, cela vous suivra pour toujours. Stéphane va. Stéphane va quoi ? La voix de Manon se brisa, un mélange de fureur et de chagrin. Me salir, me contrôler, m'utiliser. L'organisatrice se tut. Elle n'était pas inconsciente. Elle avait peur. Manon s'approcha lentement des portes de la salle. Pendant un instant, l'organisatrice parut soulagée, jusqu'à ce que Manon lève la main et retire complètement son voile, le laissant glisser de ses doigts et tomber en silence sur le sol poli. Un rejet symbolique, un adieu final. Je mets fin à ça selon mes termes, murmura Manon. Et d'une poussée, elle ouvrit les portes de la salle de réception. Des halètements se propagèrent comme une onde de choc à travers la pièce. Les flashs crépitèrent instantanément, capturant chaque émotion brute gravée sur son visage. Manon avança, non pas avec grâce, mais avec vérité. Une mariée enceinte sans marié à ses côtés, seulement la trahison derrière elle. Et à l'hôtel, Stéphane Garnier se retourna lentement, son sourire confiant s'effaçant alors qu'il réalisait que quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. La pièce tomba dans un silence glacial et haletant alors que Manon entrait pleinement dans la salle, voile disparu, bouquet oublié, robe tremblante à chaque battement de cœur. L'orchestre faiblit, les archets traînant maladroitement sur les cordes avant que le chef d'orchestre ne lève brusquement les mains, signalant le silence. Caméra, téléphone, diffusion en direct, tous se tournèrent vers elle comme un millier d'yeux sans paupières. Stéphane se tenait sous l'arche florale, son smoking impeccable,
son sourire sculpté pour les gros titres. Mais alors que Manon s'approchait, il le vit. La vérité écrite sur son expression. Son masque confiant se fissura. « Manon » murmura-t-il, sa voix tendue. « Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Un murmure se propagea parmi les invités. Les cadres s'agitèrent sur leurs sièges. Les influenceurs chuchotèrent avec empressement, sentant le contenu viral. Le conseil d'administration de Valtech se pencha en avant, n'anticipant pas la romance, mais le drame. Manon déglutit, la boule dans sa gorge assez vive pour la couper. « Ne fais pas semblant, dit-elle doucement. » Mais le micro à proximité capta chaque mot, projetant sa douleur à travers les haut-parleurs. Stéphane se raidit. « Nous parlerons en privé. » « Non, » répondit Manon. Plus fort maintenant. « Nous parlerons ici. » Chloé Petit, assise commodément près de l'allée, pâlit, ses doigts manucurés se resserrant sur son sac à main de créateur alors qu'elle évitait le regard de Manon. Manon s'arrêta à mi-chemin de l'hôtel. Ses mains tremblaient, mais sa voix était stable. « Je vous ai entendu, dit-elle. » Une ondulation traversa la pièce. Les investisseurs au premier rang échangèrent des regards. « Entendu quoi ?» demanda Stéphane, bien que la panique vacillait sous son ton. Manon inspira, pressant une main protectrice sur son abdomen. « Entendu que je suis un levier. » Sa voix se brisa. « Entendu qu'une fois votre accord conclu, je suis jetable. » Entendu que ce bébé. Elle fit une pause alors que des halètements se dispersaient dans la pièce. Que ce bébé n'est rien d'autre qu'un inconvénient dont vous vous occuperez plus tard. Un hoquet collectif frappa comme le tonnerre. Chloé ferma les yeux. L'expression de Stéphane se tordit. Manon, arrête ça. Tu es émotive. Tu es enceinte. Enceinte ? Oui. Manipulée ? Oui. Mais émotive ? Non. Je te vois enfin clairement. Les murmures s'intensifièrent. Certains horrifiés, d'autres avides. Stéphane s'avança, tendant la main vers son bras. Allons dehors. Manon se dégagea brusquement. Ne me touche pas. Clic. Un journaliste prit une photo. Clic. Clic. Des dizaines d'autres suivirent. Dites-vous que le PDG de Valtech exploite sa fiancée pour un accord commercial ? Cria quelqu'un de la section presse. Y a-t-il un scandale de contrat de mariage ? Demanda un autre. Le bébé est-il en danger ? Lança un troisième. Le visage de Stéphane se vida de toutes couleurs. La situation devenait incontrôlable, lui échappant comme du sable entre les doigts. Manon leva le menton. Je dis que Stéphane Garnier m'a menti, m'a utilisé, et prévoyait de me rejeter quand je ne servirais plus son empire. Des halètements. Panique, chaos, exactement ce que Stéphane craignait le plus. L'organisatrice de mariage s'évanouit, une demoiselle d'honneur éclata en sanglots. Les membres du conseil d'administration chuchotèrent furieusement entre eux. Stéphane se jeta vers le micro, désespéré de reprendre le contrôle, mais Manon se plaça devant lui, calme, résolue. Ce mariage est terminé. Une onde de choc traversa la salle. Et Stéphane ? Ajouta Manon, la voix froide comme du verre. Tu vas regarder ton empire brûler de l'intérieur. Les caméras captèrent chaque mot. La salle de réception éclata en chaos au moment où Manon s'éloigna du micro. Les journalistes se précipitèrent. Les invités chuchotèrent derrière des mains manucurées. Et le masque de confiance de Stéphane se brisa entièrement. Mais Manon ne resta pas pour assister aux retombées. Elle se retourna, soulevant l'ourlet de sa robe en marchant. Non, en s'échappant le long de l'allée. Elle était censée la parcourir en tant que mariée. Maintenant, elle la parcourait comme quelque chose d'autre. Une femme trahie. Une femme exposée. Une femme au bord d'une tempête qu'elle ne savait pas encore comment survivre. Dès qu'elle atteignit le couloir, ses jambes fléchirent enfin. Elle s'appuya contre le mur, la respiration courte et saccadée. Le poids de ce qu'elle venait de faire, le spectacle, l'humiliation, la vérité, s'écrasa sur sa poitrine comme un raz-de-marée. L'organisatrice se précipita après elle, la voix tremblante. « Manon, Manon, c'est catastrophique. Vous avez pris tout le monde de court, les médias.
S'il vous plaît, murmura Manon, à peine capable de respirer. Pas maintenant. L'organisatrice se figea, pour une fois, sans voix. La vision de Manon se brouilla, sa gorge se serra douloureusement. Une vive pointe de panique traversa sa poitrine et descendit le long de sa colonne vertébrale. Elle pressa une main tremblante contre son ventre, terrifiée que le stress puisse affecter le bébé. Ne fais pas ça. Ne t'effondre pas ici. Pas maintenant. Pas devant eux. Mais son corps s'en fichait. Les larmes coulèrent, le souffle se fractura. Sa robe semblait suffocante, lourde comme une armure qu'elle ne voulait plus porter. Un tourbillon de journalistes tenta de forcer le passage dans le couloir. Des gardes de sécurité les bloquèrent, mais des flashs de caméras perçaient encore à travers les interstices, capturant sa posture affaissée, ses épaules secouées. Parfait, pensa T.L. amèrement. Ils feront les gros titres avec mes morceaux brisés. Une voix stable traversa la brume. Manon. Nicolas. Il arriva à ses côtés immédiatement, ne la touchant pas, offrant simplement une présence stable. Son visage était tendu d'inquiétude, ses yeux balayant sa silhouette tremblante. Vous êtes en hyperventilation. Regardez-moi. Elle essaya, mais son souffle sortait en faible hoquet. Nicolas s'approcha. Vous êtes en sécurité. Inspirez et expirez. Ça va aller. Mais ça n'allait pas. Elle s'effondrait émotionnellement, physiquement, après s'être maintenue assez longtemps pour faire exploser le récit parfait de Stéphane. Quelques membres du personnel de l'hôtel observaient à distance, ne sachant pas s'il fallait intervenir ou garder leur distance. Une jeune femme murmura, la pauvre. Tandis qu'une autre secouait la tête, marmonnant, les drames de milliardaires finissent toujours mal. Manon sentit ses genoux céder de nouveau. Nicolas l'attrapa enfin, la stabilisant juste assez pour l'empêcher de tomber. Je ne peux pas, suffoqua T.L. Tout est ruiné. Ma carrière, ma réputation, le bébé. Stop. Sa voix était ferme mais douce. Rien n'est ruiné. Vous avez dit la vérité. La seule chose qui est morte aujourd'hui, c'est un mensonge. Manon secoua violemment la tête, les larmes coulant. Stéphane va me détruire pour ça. La mâchoire de Nicolas se crispa, quelque chose de sombre brillant dans ses yeux. Pas si je l'atteins en premier. Manon cligna des yeux en le regardant, le souffle coupé. Mais comment puis-je même commencer à combattre quelqu'un comme lui? Nicolas maintint son regard, stable et certain. Vous ne le combattez pas seul. Pour la première fois depuis que la salle avait explosé, Manon sentit autre chose que la peur. Une lueur de possibilité. Une faible étincelle de guerre. Manon était assise sur la banquette en velours d'un couloir isolé à l'extérieur de la salle de réception, la tête baissée, les mains tremblant contre sa robe. Elle ne s'était jamais sentie aussi humiliée, aussi exposée, aussi complètement sans protection. L'adrénaline qui l'avait portée pendant la confrontation avait disparu, laissant derrière elle un vide écrasant. Son bébé bougea faiblement, presque comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Même lorsque le monde semblait impitoyable. Nicolas s'agenouilla devant elle, son regard au même niveau que le sien. Manon, regardez-moi. Sa voix n'était pas exigeante, elle était rassurante. Elle leva les yeux, remplis de larmes et d'épuisement. Je sais que ça ressemble à la fin, dit doucement Nicolas. Mais ce n'est pas le cas. Le monde entier de Stéphane dépend de la perception, du contrôle, de la peur. Vous avez levé le rideau. Maintenant, c'est lui qui est déséquilibré. Manon secoua faiblement la tête. Pas pour longtemps. Il va riposter. Il va inventer des histoires. Il va m'enterrer juridiquement. Il a déjà essayé auparavant. Nicolas inspira profondément, ses yeux s'assombrissant d'une détermination silencieuse et létale. Alors nous ne le laisserons pas se rétablir. Manon cligna des yeux. Nous. Nicolas hésita. Juste un souffle. Mais assez pour qu'elle voie qu'il cherchait la bonne façon de révéler quelque chose qu'il avait gardé caché. Je n'étais pas seulement invité à ce mariage, dit-il finalement. Je suis venu parce que j'enquête sur Stéphane Garnier depuis des mois. Et vous, Manon, vous êtes la clé dont il a terriblement peur. Un frisson l'a parcouru. De quoi parlez-vous? Nicolas sortit de la poche intérieure de sa veste un mince dossier noir. Il ne l'ouvrit pas, la laissa simplement voir son poids.
Stéphane a déplacé des actifs de l'entreprise hors bilan, dit Nicolas calmement. Transférant des droits technologiques, dissimulant des violations de données, enterrant des avertissements internes. Illégal, tout ça. Et la seule chose qui se dressait entre lui et une enquête fédérale, c'était de vous épouser. Le souffle de Manon se coupa. Pourquoi moi? Parce que votre nom figure sur certains des premiers cadres juridiques, dit Nicolas. Vos approbations sont ce qui a tenu l'AMF à distance. Votre signature est le bouclier derrière lequel il se cache. Manon sentit le monde basculer. Alors, il ne m'a jamais aimé, murmura-t-elle. Pas même un peu. Nicolas la regarda avec quelque chose qui n'était pas de la pitié. C'était de la colère en son nom. Stéphane ne sait pas comment aimer. Il ne sait que comment utiliser. Manon essuya ses larmes, l'humiliation se durcissant lentement en quelque chose de plus tranchant. Et qu'y a-t-il dans ce dossier? Nicolas l'ouvrit enfin juste assez pour qu'elle voie une page. Email, signature, horodatage. Des preuves, dit-il. La preuve de ce qu'il a fait. La preuve qu'il prévoyait de vous écarter. La preuve que Chloé a aidé à couvrir tout ça. La preuve que le conseil d'administration a ignoré les avertissements. Et la preuve que si vous l'aviez épousé, vous auriez été légalement lié à chaque chose illégale qu'il a faite. Son cœur battait violemment. Cela pourrait le détruire. Nicolas hocha la tête une fois. Ça le détruira. Mais seulement si vous le voulez. Pendant un long moment, Manon fixa le dossier. Le pouvoir qu'il contenait, le danger, la possibilité. Elle était fatiguée, brisée, enceinte. Vulnérable, mais impuissante? Non, plus maintenant. Elle leva le menton. Si Stéphane voulait un levier. Les yeux de Nicolas brillèrent de respect. Maintenant, murmura Manon, c'est moi qui l'ai. Manon n'avait jamais vu une suite d'hôtels lui paraître aussi étrangère, même si elle était la sienne depuis 2 jours. La suite nuptiale du Grand Hôtel de la Loire était une cathédrale de luxe. Lampe en cristal, seau à champagne, rose blanche disposée en spirale parfaite. Il y a quelques heures, cette pièce sentait l'espoir. Maintenant, elle sentait les fleurs fanées et un mariage mort avant même d'avoir commencé. Manon se tenait devant le miroir, sa robe de mariée froissée par la panique, son maquillage maculé par les larmes. Son reflet ressemblait à un fantôme, hanté, vide, humilié. Elle leva la main pour retirer les boucles d'oreilles en diamant que Stéphane lui avait offertes. Ses doigts hésitèrent. Ce n'était jamais un cadeau, murmura-t-elle. C'était une laisse. Elle les laissa tomber sur la coiffeuse avec un cliquetis qui résonna comme une rupture finale. Nicolas se tenait près de la fenêtre, gardant une distance respectueuse. Il savait qu'il ne fallait pas parler pendant qu'elle combattait son propre reflet. Le panorama de la ville brillait derrière lui, un champ de lumière s'étendant à travers la ville. Il la regardait, non pas avec pitié, mais avec une admiration silencieuse, comme un homme témoin de quelqu'un qui se relève du bord du gouffre. Manon se tourna enfin vers lui. Si je fais ça, si je m'en prends à lui, ce ne sera pas juste compliqué. Ce sera la guerre. Nicolas hocha la tête. Oui. Stéphane s'en prendra à moi, et il le fera durement. Il le fera. Et le conseil d'administration, la presse. Il retournera tout. Il me fera passer pour instable. Il essaiera. Elle expira, tremblante. Je suis enceinte, Nicolas. Je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre une guerre. Nicolas s'approcha, ne la touchant pas, laissant simplement sa présence stabiliser l'air autour d'eux. Vous êtes déjà en guerre. Stéphane s'en est assuré au moment où il a décidé que vous étiez sacrifiable. Manon ferma les yeux. Je ne veux détruire personne. Nicolas inclina la tête. Alors, voyez les choses ainsi. Vous ne le détruisez pas. Vous l'arrêtez. Elle déglutit difficilement. Je ne sais même pas par où commencer. Il leva de nouveau le dossier, celui rempli de preuves assez vives pour démanteler un empire. Vous commencez par lire ceci, le comprendre, vous l'approprier. Elle hésita, fixant la couverture noire comme si elle était vivante. Puis elle tendit la main pour le prendre, mais avant que ses doigts ne touchent le dossier, on frappa à la porte de la suite. Manon et Nicolas se figèrent tous les deux. Le coup n'était pas assez frénétique pour être la sécurité, ni assez poli pour être le personnel.
Il était calculé, contrôlé. Une voix suivit, suave, froide, terriblement familière. Manon. Stéphane. Le cœur de Manon sombra. Nicolas bougea instantanément, se plaçant entre elle et la porte. Stéphane continua, la voix plus basse maintenant, dangereusement calme. Nous devons parler. Tu me dois bien ça. Le souffle de Manon se coupa. Je ne te dois rien. Ouvre la porte, dit Stéphane, ou je l'ouvrirai moi-même. La mâchoire de Nicolas se serra. S'il essaie quoi que ce soit. Je sais, murmura Manon, bien que la peur lui grimpât le long de la colonne vertébrale. Les derniers mots de Stéphane envoyèrent un frisson dans la pièce. Manon, ne fais pas de moi ton ennemi. Elle regarda Nicolas, sa voix à peine un souffle. C'est trop tard. Il l'est déjà. Et sur ce, Manon ouvrit le dossier, choisissant la guerre. Stéphane ne frappa pas de nouveau. Il n'en avait pas besoin. Sa présence de l'autre côté de la porte s'infiltrait dans la pièce comme un poison, épaississant l'air jusqu'à ce que Manon sente son pouls battre dans sa gorge. Elle agrippa le bord du dossier, les jointures blanches. Nicolas s'avança, se positionnant carrément entre elle et la porte. Sa posture était calme, mais quelque chose de létal couvait sous la surface. « Restez derrière moi », murmura-t-il. Manon hocha la tête, bien que la peur et la fureur se livrassent bataille dans sa poitrine. L'idée que Stéphane se sente en droit de la confronter après tout ce qu'il avait dit lui tordait l'estomac. Une carte-clé glissa dans la serrure. Le souffle de Manon se figea. Il n'oserait pas. Il ne pouvait pas. La poignée tourna. Nicolas atteignit la porte en premier, agrippant la poignée de l'intérieur et l'arrêtant net. Il se pencha, la voix basse et dangereuse. « Vous n'avez pas la permission d'entrer dans cette chambre. » Un temps de silence suivit. « Alors, Moreau, dit Stéphane, un amusement moqueur dans le ton. »« Bien sûr. » Toujours à rôder en arrière-plan, un vautour attendant les restes. Nicolas ne s'y a pas. « Pas, Stéphane. » Un rire léger. « Et laisser ma fiancée se cacher derrière un autre homme ? » Non. Elle et moi, nous devons parler. Manon s'avança, ignorant la tentative subtile de Nicolas de la retenir. Sa peur était toujours là, mais elle ne la dirigeait plus. C'était la rage. « Arrête de dire que je suis ta fiancée, » lança-t-elle. « Je suis parti. Tu m'as humilié. Utilisé. Et tu n'entreras pas. » Manon. Le ton de Stéphane s'adoucit en quelque chose de presque tendre, une manipulation qu'elle ne reconnaissait que trop bien. Tu es dépassée, émotive. Tu n'étais pas censé entendre. Mais j'ai entendu, rétorqua-t-elle. Chaque mot. Une pause, un changement. Puis son ton chuta. Glacial et tranchant. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Cette explosion publique a tout compromis. L'entreprise, l'introduction en bourse, des années de travail. Tu t'es ridiculisé. L'expression de Nicolas s'assombrit. Elle a exposé la vérité. Stéphane l'ignora. Tu penses que tu peux partir, Manon ? Tu penses que tu peux m'embarrasser et ne pas en subir les conséquences ? Manon sentit une lueur de panique, mais elle mourut rapidement alors qu'elle se rappelait le dossier entre ses mains. La preuve, le levier, le pouvoir qu'elle n'avait jamais réalisé avoir. Tu devrais partir, dit-elle fermement. Non. Sa voix se durcit. Tu vas ouvrir cette porte. Tu vas t'excuser pour la scène que tu as provoquée, et tu vas terminer la cérémonie. Manon faillit rire, un son court et incrédule. Tu penses vraiment que je vais encore t'épouser ? Tu le feras, dit Stéphane. Parce que si tu ne le fais pas, je m'assurerai que chaque investisseur sache que tu as agi par jalousie, que tu as fabriqué un mensonge pour saboter l'introduction en bourse, que tu es instable, enceinte et irrationnelle. Les mots la frappèrent comme une gifle. Nicolas s'approcha de la porte. Dis un mot de plus et je ferai en sorte que la sécurité de l'hôtel t'escorte hors de cet étage. Stéphane ricana, mais Manon entendit le tremblement sous-jacent. La peur. Il ne s'était pas attendu à ce qu'elle tienne tête. Il ne s'était pas attendu à Nicolas. Et il ne s'était certainement pas attendu à ce qu'elle ait quoi que ce soit qui puisse lui nuire en retour. Manon leva le dossier pour qu'il puisse le voir à travers l'entrebâillement de la porte. « J'ai fini d'être ton bouclier, dit-elle.
Et maintenant, c'est moi qui tiens le couteau. Pour la première fois, Stéphane resta silencieux. Il savait exactement ce que ce dossier pouvait faire. Et Manon savait que ce n'était que le début. Au moment où Stéphane se retira de la porte, la tension à l'intérieur de la suite se rompit comme un fil trop tendu. Les genoux de Manon faiblirent et elle s'affaissa sur le bord de la méridienne, le dossier posé sur ses genoux comme une arme chargée. Nicolas ferma complètement la porte, la verrouillant avant de se tourner vers elle. Pas avec panique, pas avec pitié, mais avec une clarté stratégique. Il est secoué, dit Nicolas. Bien. Mais nous n'avons pas longtemps avant qu'il ne se reprenne. Manon pressa ses paumes contre ses cuisses pour les empêcher de trembler. Je ne l'ai jamais vu perdre le contrôle comme ça. C'est parce qu'il n'a jamais été menacé, répondit Nicolas. Jusqu'à aujourd'hui, vous étiez son atout le plus précieux. Maintenant, vous êtes son plus grand handicap. Le souffle de Manon se coupa au mot handicap. Elle avait failli être légalement liée à chaque crime qu'il avait enterré. Et s'il parle aux médias en premier? S'il invente une histoire avant que je puisse me défendre? Nicolas s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux. Alors nous le neutralisons avant qu'il n'en ait l'occasion. Comment? Murmura Manon. Il sortit du dossier un document couvert de textes minuscules et denses. Ceci, dit-il en tapotant l'en-tête, est un calendrier de transfert falsifié. Il déplace les droits de propriété intellectuelle de votre accord initial vers une société écran qu'il contrôle. Illégal et traçable. L'estomac de Manon se noie. Ma signature? Il a falsifié ma signature? Nicolas hocha la tête sombrement. Avec trop de confiance. Il ne pensait pas que vous verriez jamais ça. Manon sentit la pièce vaciller. Si l'AMF voit ça, ils ouvriront une enquête immédiate, termina Nicolas, ce qui gèle l'introduction en bourse. Et si l'introduction en bourse gèle, murmura Manon, tout ce qu'il a construit s'effondre. Exactement. Un coup discret les interrompit. Plus doux, plus rapide, incertain. Pas Stéphane. Nicolas se leva prudemment et entr'ouvrit la porte. Un jeune homme en uniforme de traiteur se tenait là, les yeux écarquillés. Manon le reconnut instantanément. L'employé qui avait surpris la conversation dans le salon privé. Bonjour, murmura-t-il. Je ne veux pas m'impliquer, mais ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ce n'était pas juste, et j'ai pensé que vous devriez avoir ça. Il glissa un petit appareil dans la main de Nicolas, une caméra piéton de l'hôtel utilisée pour la formation du personnel. Le voyant rouge clignotait faiblement. Le souffle de Manon se coupa. Vous l'avez enregistré? Le jeune homme déglutit difficilement. Pas exprès, mais le système tournait déjà quand je suis entré. Il a tout capté. Sa voix, la voix de Chloé, tout. Il regarda Manon avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Je sais ce qui arrive quand des hommes puissants s'en tirent. Et je ne pouvais pas rester sans rien faire. Les yeux de Manon brûlèrent de gratitude et d'incrédulité. Merci. L'employé hocha rapidement la tête. S'il vous plaît, utilisez-le pour vous, pour le bébé. Il disparut dans le couloir. Nicolas ferma la porte et se retourna vers Manon, son expression passant de l'inquiétude à quelque chose de plus vif. La victoire. Cet enregistrement, dit-il, associé au document falsifié. C'est assez pour l'écraser. Un frisson d'espoir parcourut la poitrine de Manon. C'est vraiment possible? Nicolas s'approcha, la voix basse et sûre. Manon, avec ce que nous avons maintenant, nous pouvons faire tomber tout son empire. Elle expira, tremblante. Pas de peur, pas de désespoir. Quelque chose de nouveau. La résolution. Elle se leva, la colonne vertébrale droite, le menton levé. Alors commençons, dit-elle, avant qu'il ne riposte. Nicolas sourit faiblement. Le genre de sourire qu'un homme donne quand il réalise qu'il ne se bat plus pour quelqu'un, mais avec quelqu'un. Alors la guerre commence ce soir. La suite nuptiale ne ressemblait plus à un sanctuaire de roses blanches et de luxe. Elle s'était transformée en salle de guerre. Manon se tenait à la coiffeuse, essuyant les dernières traces de maquillage ruiné. Elle quitta sa robe de mariée pour une simple robe gris ardoise qu'une des assistantes lui avait récupérée. Confortable, propre, et surtout, la sienne. Elle attacha ses cheveux en arrière,
fixant dans le miroir une femme qu'elle reconnaissait à peine. Pas une mariée, pas une victime. Une stratège. Nicolas était assis à la petite table en verre près de la fenêtre, ordinateur portable ouvert, documents étalés avec une précision soignée. L'enregistreur reposait à côté de son stylo Montblanc, clignotant doucement comme un pou. Les lumières de la ville à l'extérieur scintillaient sur la Loire, projetant de longues réflexions sur les murs de la suite. « Manon, dit doucement Nicolas. Venez vous asseoir. Nous devons tout passer en revue avant l'aube. » L'aube? Manon expira lentement. Elle savait que Stéphane ne dormirait pas cette nuit. Il mobiliserait son équipe juridique, préparerait une déclaration, demanderait des faveurs, soudoierait les membres du conseil d'administration. Chaque tactique qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Et il ferait tout cela en supposant qu'elle était faible. Bien. Qu'il la sous-estime une dernière fois. Elle s'assit à côté de Nicolas. Montrez-moi par où nous commençons. Nicolas ouvrit un fichier. D'abord, nous classons tout en 3 catégories, les documents falsifiés, les données de transfert de propriété intellectuelle, et l'enregistrement du salon. Chacun de ces éléments peut le couler individuellement. Ensemble. Il siffla doucement. Il est cuit. Manon hocha la tête, bien que son pouce accéléra. Le calendrier falsifié. L'AMF le croira-t-il? Absolument. Votre vraie signature est sur des dizaines de documents historiques. Sa contrefaçon ne correspond ni au point de pression ni à l'angle. Il fit une pause. J'ai déjà envoyé des images à un expert en graphologie. Officieusement, il confirme que c'est un faux. Manon sentit une vague de choc. Déjà? Quand? Pendant que vous vous changiez. Nicolas sourit faiblement. Vous prenez 5 minutes. Je saisis les opportunités. Ses lèvres s'étirèrent presque en un rire. C'était étrange, mais bienvenu. Puis Nicolas lança l'enregistrement. La voix de Stéphane sortit du petit haut-parleur comme un couteau. Elle est un levier. On s'occupera du bébé plus tard. C'est juste une histoire que les investisseurs adorent. Manon tressaillit. Elle pensait être prête à l'entendre de nouveau. Elle ne l'était pas. Des larmes piquèrent ses yeux, mais cette fois, elles ne coulèrent pas. Au lieu de cela, elle redressa sa colonne vertébrale. « Quand pouvons-nous diffuser ça ?» demanda-t-elle. Nicolas inclina la tête. « Pas encore. Le timing est primordial. D'abord, nous envoyons les documents falsifiés anonymement à un membre du conseil qui le déteste. Il ouvrit une nouvelle ébauche de mail. Ensuite, nous divulguons les anomalies de propriété intellectuelle à un journaliste spécialisé en technologie qui rêve d'une histoire de corruption. L'enregistrement vient en dernier. Le coup de grâce. Manon hésita. Stéphane ne remontera-t-il pas jusqu'à nous? Si, dit simplement Nicolas, mais d'ici là, il se noiera trop vite pour riposter. Un coup à la porte interrompit l'air. Manon se raidit. Si c'est lui. Ce n'est pas lui, assura Nicolas en se levant. Il ouvrit la porte pour révéler Chloé Petit. Son maquillage était coulé, son rouge à lèvres bavé, son assurance disparue. Laissez-moi entrer, murmura Chloé. S'il vous plaît. Le pouls de Manon s'emballa. Pourquoi es-tu ici? Les yeux de Chloé étaient hagards, désespérés. Parce que, murmura-t-elle, Stéphane se retourne contre moi aussi. Nicolas s'avança brusquement. Que voulez-vous? Chloé déglutit. Je veux vous aider à le ruiner. Chloé Petit se tenait dans l'embrasure de la porte comme si son monde venait de s'effondrer. Mascara coulant, cheveux en désordre, talons de marque éraflés par la course. Elle n'était plus la directrice des relations publiques impeccable qui arpentait Valtech comme si chaque couloir de verre lui appartenait. Elle avait l'air fragile, dangereuse, acculée. L'instinct de Manon fut de lui claquer la porte au nez. « Tu dois partir », dit froidement Manon. Mais Chloé avança, secouant la tête, la voix brisée. « Vous ne comprenez pas. Il va me ruiner. Il a dit. Il a dit que je suis la prochaine. » Nicolas bougea rapidement, l'interceptant avec un bras tendu. « Ralentissez. » Qu'a-t-il fait? Chloé déglutit, la gorge serrée. Après votre annonce dans la salle de réception, Stéphane a perdu la tête.
Il m'a descendu en flammes devant 2 membres du conseil. A dit que j'avais mal géré les médias. A dit que je l'avais poussé dans un engagement instable. Puis sa voix trembla. Puis il a menacé de publier des SMS privés. Pour faire croire que j'avais manipulé le récit de l'introduction en bourse. La mâchoire de Manon se serra. Alors maintenant tu veux nous aider parce que ta réputation est en jeu. Le souffle de Chloé se coupa. Non. Je veux aider parce que je sais des choses. Des choses que vous ne pourrez jamais prouver sans moi. Nicolas croisa les bras. Vous vous attendez à ce qu'on vous fasse confiance? Non, murmura Chloé. Mais vous n'avez pas besoin de me faire confiance. Vous avez juste besoin de vouloir le détruire autant que moi. Manon hésita. C'était la femme qui riait derrière des portes closes de sa grossesse, qui se moquait d'elle, qui avait aidé Stéphane à planifier sa chute. Et maintenant, elle tremblait comme une enfant, le mascara coulant sur le tapis. Que sais-tu exactement? Demanda lentement Manon. Chloé prit une inspiration tremblante. Stéphane a un serveur privé hors site, caché. Il l'utilise pour tout ce qu'il ne veut pas que le service juridique ou la conformité voient. Nicolas se raidit. Emplacement? Son appartement de luxe. Derrière un faux mur dans son bureau. Les journaux du serveur le lient à des transferts offshore. De fausses sociétés écrans. Des paiements sous la table. Et les yeux de Chloé se tournèrent vers Manon. Des emails sur vous, sur le bébé, sur les échéances de quand il prévoyait de vous écarter. Manon sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas seulement des affaires. C'était de la cruauté documentée. La voix de Nicolas se durcit. Une preuve? Chloé fouilla dans son sac à main avec des doigts tremblants et en sortit une clé USB. J'ai copié les codes d'accès avant qu'il ne les change. Elle tendit la clé comme une offrande de paix. Je veux qu'il disparaisse. Si vous le faites tomber, je m'en sors indemne. Manon fixa la clé USB. Son poids semblait énorme. Trop énorme. Pourquoi devrions-nous croire que tu ne nous trahiras pas à la seconde où il t'offrira un meilleur accord? Chloé laissa échapper un rire brisé. Parce qu'il l'a déjà fait. Il m'a jeté au loup et j'en ai fini d'être sa marionnette. Le silence pesa lourdement dans la suite. Si vous mentez. Sa voix s'abaissa dangereusement, vous le regretterez. Chloé hocha rapidement la tête. Je ne mens pas. Je le jure. Manon regarda Chloé, la femme qui avait aidé à orchestrer son humiliation, et posa la seule question qu'elle n'aurait jamais pensé poser. Es-tu prête à témoigner? Chloé se figea, puis murmura, oui. Manon inspira lentement. La partie avait changé. Parce que maintenant, ils avaient l'une des propres pièces de Stéphane sur leur échiquier. La suite semblait plus petite maintenant, chargée d'une nouvelle énergie volatile. Manon se tenait près de la fenêtre, regardant la grille scintillante des lumières de la ville. La ville semblait calme d'en haut, mais elle pouvait sentir la tempête qui couvait en dessous. Une tempête qu'elle avait allumée. Elle enroula ses bras autour d'elle, non pas par peur, mais pour contenir la détermination montante qui commençait à remplacer son choc. Derrière elle, Nicolas brancha la clé USB de Chloé dans son ordinateur portable. Crypté, marmonna-t-il, fortement, mais pas impossible. Chloé planait nerveusement près de la porte, se tordant les doigts. Il se croit intouchable. Il pense que personne ne peut briser ses systèmes. Nicolas ne leva pas les yeux. Tout le monde laisse une faille quelque part. Manon se détourna de la fenêtre. Combien de temps faudra-t-il pour décrypter? 1 heure, dit Nicolas. Peut-être moins, selon son degré de négligence. Chloé laissa échapper un ricanement court et sans humour. Stéphane est brillant, mais il est arrogant. Il suppose que la peur maintient les gens loyaux. Il ne pense jamais que quelqu'un oserait se retourner contre lui. Manon croisa les bras. C'est pour ça que tu es resté avec lui? L'expression de Chloé s'adoucit, étonnamment vulnérable. Je suis resté parce que je pensais qu'il était mon ticket pour la vie que je voulais. Mais plus il obtenait de pouvoir, plus il devenait impitoyable. Je n'étais pas sa partenaire. J'étais sa pièce de rechange. Manon ne répondit pas. Elle comprenait trop bien ce que c'était que d'être utilisée. Un ping aigu résonna de l'ordinateur portable de Nicolas. Il se pencha plus près. On est dedans.
Le souffle de Manon se coupa alors qu'elle et Chloé se précipitaient vers la table. Ligne après ligne de données incriminantes défilaient sur l'écran. Virements offshore, tableaux d'évaluation falsifiés, pertes financières cachées, données utilisateurs manipulées, emails avec des membres du conseil promettant des incitations illégales, ébauche de déclarations présentant Manon comme instable. Et puis Manon se figea. Une série de mails de Stéphane horodatés des 3 derniers mois. Chacun détaillant comment il prévoyait de lui rejeter la faute. Comment il utiliserait sa grossesse pour remettre en question son jugement. Comment il resserrerait le contrôle une fois l'introduction en bourse validée. Son cœur lui fit mal. Il avait tout planifié, chaque angle, chaque issue de secours. La mâchoire de Nicolas se crispa. Pas celle-ci. Chloé déglutit. Ce dernier fichier. Ouvre-le. Nicolas cliqua. Un dossier apparut. Manon. Plan final. Le sang de Manon se glaça. À l'intérieur se trouvaient des ébauches de déclarations, des communiqués de presse pré-rédigés, et un calendrier détaillé décrivant exactement quand il se séparerait d'elle, quelques jours après l'introduction en bourse, citant une instabilité émotionnelle et des inquiétudes concernant sa santé mentale pendant la grossesse. La voix de Manon se brisa. Il allait me faire interner. Chloé hocha la tête sombrement. Il y a fait allusion, a dit qu'il connaissait des médecins qui pouvaient signer n'importe quoi. Nicolas se leva brusquement, la fureur irradiant de lui. Nous portons ça à toutes les agences. AMF, PNF, DGFIP. Et si nécessaire, la presse. Manon secoua lentement la tête. Pas encore. Tous deux se tournèrent vers elle. Si nous divulguons tout maintenant, dit-elle, il le présentera comme une vengeance pour le mariage. Nous devons bien choisir notre moment. Un coup à la fois. Précis. Chirurgical. Nicolas la fixa, puis sourit avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Manon, vous pensez comme un général. Elle posa une main sur son ventre. Je pense comme une mère. Un coup à la porte les fit tous sursauter. Un triple coup bas et ferme. Le visage de Chloé se vida. C'est son avocat. La peur tordit la colonne vertébrale de Manon, mais seulement pour une seconde. Elle s'avança vers la porte. Parce que Stéphane Garnier était sur le point d'apprendre qu'on ne contrôle pas la femme qu'on a essayé de briser. Plus maintenant. Le coup résonna dans la suite comme un coup de semonce. 3 coups lents, délibérés, du genre qui impose le respect. Manon sentit son pouce emballé, mais elle ne recula pas. Elle avait fui Stéphane Garnier pour la dernière fois. Maintenant, elle se tenait immobile, la colonne vertébrale droite, le menton légèrement relevé, chaque parcelle de son être rayonnant du défi qu'il n'avait jamais attendu. Nicolas se plaça à ses côtés instantanément, sa main planant près de son coude. « Vous n'ouvrez pas cette porte seule. » Chloé se pressa contre le mur, tremblante. C'est lui ou son avocat. Il n'envoie jamais personne d'autre. Manon inspira lentement. Alors écoutons ce qu'ils veulent. Nicolas déverrouilla la porte et l'ouvrit à moitié, bloquant la majeure partie de la vue. Dans le couloir se tenait Jean Leclerc, l'avocat personnel de Stéphane, un grand homme aux cheveux argentés avec un visage taillé dans une pierre coûteuse. Jean n'était pas n'importe quel avocat. C'était celui que Stéphane utilisait pour enterrer les gens. Son regard glacial passa par-dessus Nicolas et atterrit directement sur Manon. « Mademoiselle Duval, dit doucement Jean. Vous causez pas mal de remous. » Manon ne s'y pas. Bien. La mâchoire de Jean se contracta, mais il continua, « Je suis ici pour transmettre une demande de la part de Monsieur Garnier. Il souhaiterait vous parler en privé pour résoudre ce malheureux malentendu. » Nicolas laissa échapper un rire bas et dédaigneux. « Malentendu ? Nous savons tous les deux que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. » Jean l'ignora. « Mademoiselle Duval, vous êtes actuellement en possession de matériel appartenant à Valtech. Si quoi que ce soit est mal utilisé, diffusé ou sorti de son contexte, vous pourriez faire face à de graves conséquences juridiques. » Manon s'approcha, poussant la porte plus grand pour pouvoir lui faire face pleinement. « Êtes-vous en train de me menacer, maître Leclerc ? » Je vous conseille, dit Jean, en tant que votre ancien avocat. Vous n'avez jamais été mon avocat, coupa Manon. Vous étiez le porte-parole de Stéphane. L'expression de Jean ne changea pas, mais une irritation vacilla dans ses yeux. Mademoiselle Duval,
La chose prudente à faire est d'arrêter ça maintenant. Laissez tomber tout ce que vous pensez avoir trouvé. Descendez. Parlez à Monsieur Garnier. Il est encore temps de sauver la situation. Et si je ne le fais pas? Demanda Manon. J'enleva un élégant dossier noir qui lui était propre. Alors nous procéderons formellement. Une plainte pour harcèlement, une plainte pour diffamation, une injonction vous empêchant de parler de toute affaire interne de Valtech, et si nécessaire, il fit une pause, laissant le moment en suspens, nous contesterons votre aptitude à prendre des décisions relatives à votre grossesse. La rage de Nicolas éclata comme un fil sous tension. Espèce de... Manon lui toucha légèrement le bras, l'arrêtant, contrôlant le moment. Elle se retourna vers Jean, la voix stable. Vous voulez me menacer avec ma grossesse? Utiliser mon enfant comme levier, tout comme Stéphane l'a prévu? Jean se figea. Nous n'avons pas dit. Vous n'en aviez pas besoin. Elle fit un autre pas en avant. Vous direz ceci à Stéphane. J'ai fini d'avoir peur. J'ai des preuves. J'ai des témoins. Et je n'ai plus rien à perdre. Le sang-froid de Jean se fissura enfin. Si vous diffusez quoi que ce soit. Manon le coupa, sa voix tranchante comme du verre. Si quelqu'un diffuse quoi que ce soit, ce ne sera pas moi. Jean se figea. Nicolas sourit en coin. Chloé se couvrit la bouche, stupéfaite. Manon continua. L'AMF recevra les documents falsifiés. Le PNF recevra les transferts offshore. Et l'enregistrement, il ira à la presse. Pas de ma part. De la part de gens qui ne doivent rien à Stéphane. La gorge de Jean se serra. Vous n'oseriez pas. Manon s'approcha assez près pour qu'il n'ait d'autre choix que de la regarder droit dans les yeux. Les yeux d'une femme qui n'avait plus peur. Regardez-moi faire. Elle lui claqua la porte au nez. Et pour la première fois de la nuit, Manon le sentit. Le pouvoir. La lumière du matin tranchait la ville comme une lame le lendemain, traversant les tours de verre qui bordaient l'avenue. Manon se tenait à côté de Nicolas sur le trottoir devant le siège de Valtech, son cœur battant alors que des vagues d'employés en costume se dirigeaient vers les portes tournantes. Elle n'avait plus sa place ici. Ni en tant que partenaire de Stéphane, ni en tant que son bouclier silencieux. Mais aujourd'hui, elle n'était pas là pour y appartenir. Elle était là pour exposer. Ce sera brutal, murmura Nicolas, lui offrant un regard stable. Une fois que nous serons entrés, il n'y aura pas de retour en arrière. Manon resserra son manteau autour d'elle. Je sais. Mais la force n'était pas la seule chose qui la soutenait. Sous le tissu, sous la peur, quelque chose de nouveau avait pris racine pendant la nuit. Une résolution, féroce et inébranlable. Elle n'était pas là en tant que mariée brisée. Elle était là en tant que la femme que Stéphane aurait dû craindre depuis le début. À l'intérieur, le hall bourdonnait d'une énergie tendue. Des employés se pressaient près de grands écrans diffusant les nouvelles financières du matin. Le bandeau en bas clignotait, Valtech fait face à des troubles internes. Des sources rapportent une perturbation au mariage du PDG. Des chuchotements tourbillonnèrent alors que Manon et Nicolas passaient. C'est elle? La fiancée? Celle qui est partie? Non, celle qui l'a exposée. Exposée. Les mots envoyèrent un frisson en elle. Pas de peur, mais de reconnaissance. Nicolas appuya sur le bouton de l'ascenseur. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour 8 heures. Il pense qu'il va pouvoir devancer ça. Manon hocha la tête. Alors nous allons nous assurer qu'il ne le pourra pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à l'étage de la direction. La tension s'épaissit immédiatement. Une ligne d'assistants se tenait figée, les yeux allant de Manon à Nicolas comme s'il assistait à un changement de pouvoir qu'il ne comprenait pas. Au bout du couloir, les portes de la salle du conseil étaient fermées. Des voix s'élevaient derrière elle, vives, agacées, frénétiques. Nicolas se pencha. Prête? Le pouls de Manon martelait. Finissons-en. Il poussa les portes. Une douzaine de têtes se tournèrent brusquement vers eux. La longue table en acajou s'étendait à travers la pièce, bordée par les membres du conseil d'administration de Valtech, majoritairement plus âgés, majoritairement riches, majoritairement furieux. À l'autre bout se tenait Stéphane Garnier lui-même, parfaitement soigné, mais visiblement en train de craquer. Ses yeux devinrent froids dès qu'il la vit.
Alors, dit-il, la voix dégoulinant de venin, la mariée en fuite est de retour. Manon entra, ignorant l'insulte. Je ne suis pas là pour toi. Elle posa une pile de documents imprimés sur la table avec des mains stables. Un membre du conseil fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Des preuves, dit Manon d'un ton égal. Des calendriers de transfert falsifiés, des sociétés écrans offshore, des données utilisateurs manipulées, et des emails montrant des plans coordonnés pour me piéger et piéger d'autres personnes afin de protéger l'introduction en bourse. Un silence stupéfait tomba. Un autre membre du conseil attrapa les papiers, les feuilletant frénétiquement. Son visage pâlit. Ça ne peut pas être vrai. C'est très vrai, dit Nicolas, se tenant à côté de Manon. Et ce n'est que le début. Stéphane frappa la table de sa main. Rien de tout cela n'est admissible. Elle a volé des dossiers confidentiels. Je n'ai rien volé, répondit calmement Manon. Votre propre directrice des relations publiques me les a donnés. Elle est prête à témoigner. Des halètements éclatèrent autour de la table. Un membre du conseil murmura, Chloé. Stéphane se figea. Manon se pencha en avant, la voix calme, mais létale. Tu as construit ton empire sur la peur, la manipulation et les signatures falsifiées. Mais aujourd'hui, la vérité entre dans cette pièce. Un directeur se tourna vers les autres. Nous avons besoin d'un vote. Les yeux de Stéphane s'écarquillèrent. Quel vote? Le membre le plus âgé du conseil retira ses lunettes. Pour savoir si Stéphane Garnier reste PDG. Manon ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà gagné au moment où elle avait franchi la porte. La salle du conseil tomba dans un silence électrique et suffocant. Stéphane se tenait figé à la tête de la table, la mâchoire serrée, les yeux passant dangereusement entre Manon, Nicolas et les directeurs choqués. Chaque parcelle de son empire soigneusement construit tremblait sous le poids des preuves étalées devant eux. C'est une attaque coordonnée, gronda Stéphane, la voix tremblante de rage contenue. Elle fait ça parce que j'ai mis fin au mariage. Elle est émotive. Assez. Claqua Madame Durand, la présidente du conseil, en frappant la table de sa paume. Il ne s'agit pas d'émotion. Ce sont des crimes fédéraux. Manon sentit son pouce stabiliser alors qu'elle reculait, n'ayant plus besoin de forcer sa voix. Les documents parlaient pour elle. Pour la première fois depuis des années, elle ne se noyait pas sous l'ombre de Stéphane. Elle le tirait vers le bas avec elle. Un membre du conseil tenant la feuille de signature falsifiée semblait horrifié. Si l'AMF voit ça, nous sommes finis. L'introduction en bourse gèle immédiatement. Un autre directeur attrapa le résumé des transactions offshore. Ces paiements ne se cachent même pas correctement. C'est bâclé, imprudent. Arrogant, intervint calmement Nicolas. Les hommes arrogants deviennent toujours négligents quand ils pensent que personne ne peut les toucher. Stéphane se jeta en avant. Toi, siffla-t-il. Tu penses que tu peux entrer ici et prendre ma société? Nicolas ne sia pas. Non. Je pense que Manon le peut. Tous les directeurs se tournèrent vers elle. Manon redressa son manteau, ses doigts effleurant son ventre protecteur. Je ne veux pas de votre société. Je veux que la vérité soit exposée. Je veux que mon nom soit retiré de chaque document que vous avez falsifié. Et je veux que le conseil sache exactement qui ils ont protégé. Un doux carillon coupa l'attention. Tout le monde se retourna alors que la porte de la salle du conseil s'ouvrait. Chloé Petit entra, talons claquants, cheveux tirés en arrière, visage pâle et déterminé. Tous les yeux dans la pièce se fixèrent sur elle. Toi, cracha Stéphane, traîtresse. Chloé déglutit difficilement mais leva le menton. J'ai une déclaration pour le conseil. La présidente lui fit signe d'avancer. Chloé posa un dossier à côté des preuves de Manon. Ce sont des scripts de relations publiques internes que Stéphane m'a demandé de préparer. Ceux qui accusent Manon de fautes fabriquées, ceux pré-rédigés pour après l'introduction en bourse afin de saper sa crédibilité, et un plan de crise la désignant comme la cause de tout retard réglementaire. Un murmure horrifié parcourut la pièce. La présidente regarda Stéphane. Est-ce vrai? La voix de Stéphane se brisa. Elle ment. Elle essaie de se sauver. Chloé ne flancha pas. Je témoignerai sous serment. C'était ça. Le point de non-retour.
La présidente se tourna vers le conseil. Nous allons maintenant voter pour savoir si M. Garnier reste PDG de Valtech. Stéphane frappa la table. Non, vous ne pouvez pas. Nous le pouvons, dit-elle calmement. Et nous le ferons. Un par un, les mains se levèrent. Oui, 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 oui. Stéphane regarda sa vie lui échapper en temps réel, son visage tordu d'incrédulité, de fureur, et de quelque chose que Manon n'avait jamais vu en lui auparavant. La peur. La présidente se tourna vers lui. Par un vote majoritaire, Stéphane Garnier est par la présente démis de ses fonctions de PDG, avec effet immédiat. Un hoquet résonna dans la pièce. Stéphane recula comme s'il avait été frappé. Vous ne pouvez pas me virer. C'est mon empire. Manon croisa son regard, la voix calme, mais assez vive pour trancher le marbre. Non, Stéphane. Il était bâti sur des mensonges. Et les mensonges ne durent pas. La sécurité apparut dans l'embrasure de la porte. La voix de Stéphane se brisa alors qu'il criait « Manon, tu ne gagneras pas, tu ». Mais pour une fois, il n'eut pas le dernier mot. Alors que la sécurité l'escortait dehors, Manon murmura « J'ai déjà gagné ». Les cris de Stéphane résonnaient encore faiblement dans le couloir alors que la sécurité l'entraînait hors de la salle du conseil. Mais à l'intérieur, un silence plus lourd s'installa. Le genre de silence qui vient après qu'une bombe a explosé et que tout le monde reste à cligner des yeux dans la poussière. Manon ne bougea pas. Ne pouvait pas. Ses mains reposaient sur le bord de la table, les doigts recroquevillés, les jointures blanches. Elle venait de faire tomber un homme qui se croyait intouchable. Mais la guerre n'était pas finie. La présidente expira, se laissant tomber dans son siège en cuir. Nous devons contenir cela immédiatement. Contrôle des dommages, stabilisation juridique, dépôt d'urgence. Contenir, répéta doucement Manon. Ce n'est pas quelque chose que l'on contient. C'est quelque chose que l'on corrige. Quelques directeurs s'agitèrent, mal à l'aise. Le pouvoir aimait le silence, pas la vérité. Nicolas s'approcha. Elle a raison. Si Valtech prétend que c'était un malentendu, vous tomberez tous avec lui. La seule solution est la transparence. Un membre du conseil se frotta les tempes. Si nous rendons cela public, l'action va s'effondrer. Nicolas répondit sans pitié. Si vous ne le faites pas, le PNF la fera s'effondrer pour vous. Manon regarda la panique se propager sur leur visage. Des hommes et des femmes qui avaient permis à l'ego de Stéphane d'éclipser la logique pendant bien trop longtemps. Ils n'étaient pas mauvais, juste complices, confortables, ayant peur de défier un tyran jusqu'à ce que le tyran tombe. Chloé se racla la gorge. J'ai plus, dit-elle doucement, posant son deuxième dossier sur la table. Des communications avec des influenceurs, des journalistes soudoyés, des récits fabriqués. Ils payaient pour une couverture positive plus souvent que vous ne le pensez. Des halètements éclatèrent. Manon ferma les yeux un instant, se recentrant. Vous allez tous faire face à des questions difficiles. Mais si vous coopérez maintenant, reconstruisez honnêtement, peut-être que cette entreprise survivra. La présidente étudia Manon. La regarda vraiment. Comment n'avons-nous pas vu ce que vous valiez ? Murmura-t-elle. Manon secoua la tête. Vous n'étiez pas censé le voir. Stéphane s'en était assuré. Avant que quiconque puisse répondre, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent de nouveau en grand. Cette fois, ce n'était pas Stéphane, c'était la presse. Un essaim de caméras, de microphones, de journalistes criant les uns par-dessus les autres. La sécurité tenta de les bloquer, mais ils étaient déjà entrés assez loin pour capturer le chaos. Manon sentit son souffle faillir. Elle n'était pas prête pour ça. Pas encore. Nicolas bougea instinctivement, se plaçant devant elle, la protégeant des flashs. Vous ne leur parlez pas, murmura-t-il. Pas comme ça. Pas maintenant. Mais les journalistes n'étaient pas là pour Manon en premier. Ils étaient là pour le sang. Est-il vrai que le PDG a été démis de force ? Y a-t-il eu fraude ? Manon Duval est-elle la lanceuse d'alerte ? Y a-t-il eu une menace liée à sa grossesse ? L'introduction en bourse a-t-elle échoué ? Clic, flash, clic, flash. Manon serra les yeux. Le bruit ressemblait à des couteaux. Son cœur martelait contre ses côtes. Le souffle se raccourcissant.
Trop vite. Trop vif. La panique lui grimpa le long de la colonne vertébrale, s'enroulant autour de sa gorge. Nicolas lui toucha doucement l'épaule. Manon, regardez-moi. Mais avant qu'elle ne puisse se concentrer, une vague de caméras se rapprocha. La sécurité força finalement les journalistes à reculer, refermant les portes, mais le mal était fait. Manon tremblait, la respiration courte, la vision floue. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. « Je ne peux pas respirer. » Nicolas la guida immédiatement vers une chaise. Regardez-moi. Vous êtes en sécurité. Respirez lentement. » Sa main tremblait violemment alors qu'elle la pressait contre son ventre. Le bébé. Chloé s'avança rapidement, la voix étonnamment douce. Le stress n'aidera pas. Vous avez besoin d'air. La présidente hocha la tête avec urgence. Il y a une terrasse privée sur le toit. Emmenez-la maintenant. Nicolas n'attendit pas. Il aida Manon à se lever, ses mains stables dans son dos, la guidant vers les portes de la terrasse. Mais juste avant de sortir, Manon se retourna vers le conseil, sa voix fragile mais intacte. Ce n'est pas fini. Soit nous exposons tout, soit tout brûle. Personne ne contesta. Manon sortit sur la terrasse, inspirant l'air froid. En dessous d'eux, la ville pulsait. Au-dessus d'eux, le ciel s'ouvrait. Et pour la première fois aujourd'hui, elle n'avait pas l'impression de tomber. Elle avait l'impression de s'élever. L'air froid frappa le visage de Manon au moment où elle sortit sur la terrasse sur le toit. La ville s'étendait sous elle, un labyrinthe de verre et d'acier bourdonnant de vie, indifférent à sa douleur. Elle agrippa la balustrade, essayant de ralentir sa respiration. Sa poitrine était serrée, son pouls trop rapide, les bords de sa vision scintillant de panique. Elle n'avait plus peur de Stéphane. Elle avait peur de s'effondrer au moment où elle avait le plus besoin de force. Nicolas se tenait à côté d'elle, mais pas trop près, lui donnant de l'espace tout en la gardant en sécurité. Inspiré par le nez, murmura-t-il. Lentement, régulièrement. Manon essaya. La première inspiration fut saccadée. La suivante la ramena sur terre. À la troisième, son cœur relâcha son emprise sur sa gorge. En dessous d'eux, des sirènes hurlaient au loin. Des journalistes se pressaient devant le bâtiment. Les tickers boursiers hurlaient des alertes de dernière minute. Valtech implosait en temps réel. Elle essuya ses yeux. Tout tourne, Nicolas. J'ai l'impression de mener une guerre sans armure. Vous menez une guerre, dit Nicolas en se tournant vers elle. Mais vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas sans armes. Vous avez déjà abattu la partie la plus dangereuse de lui, la perception qu'il était intouchable. Manon déglutit difficilement. Je ne me sens pas forte. C'est parce que vous ne savez pas à quoi ressemble la force. Sa voix s'adoucit. Elle ressemble à une femme qui a quitté l'hôtel pour sauver son enfant. Elle ressemble à quelqu'un qui a confronté un tyran avec la vérité au lieu de la peur. Vous n'avez pas besoin d'armure, Manon. Vous êtes l'arme. Sa gorge se serra d'émotion. Elle ne voulait pas pleurer de nouveau. Elle avait assez pleuré pour toute une vie. Mais quelque chose dans la voix de Nicolas, calme mais inébranlable, la fit se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Un léger grincement retentit derrière eux. Chloé sortit sur la terrasse, hésitant à la porte. Son visage était maintenant débarrassé de tout maquillage, pâle et épuisé. « Je ne suis pas là pour vous contrarier, dit-elle doucement. Je dois juste vous dire quelque chose. » Nicolas se raidit. « Faites vite. » Chloé s'approcha lentement. Stéphane essaie déjà de contacter des journalistes. Il tisse une histoire selon laquelle vous êtes instable et vindicative. Il prépare une déclaration selon laquelle vous avez eu une dépression liée à la grossesse. Il l'annoncera d'ici 1 heure. Manon ferma les yeux. Bien sûr qu'il le ferait. Chloé déglutit. Mais il panique. Et quand il panique, il fait des erreurs. Quelles erreurs ? Demanda sèchement Nicolas. Chloé regarda autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Puis elle sortit son téléphone. J'ai enregistré sa crise après la réunion du conseil. Chaque mot. Nicolas cligna des yeux. Vous avez quoi ? Je ne le protège plus, murmura-t-elle. Et ce qu'il a dit, ça prouve tout.
Elle tapa sur son écran et le tendit. La voix de Stéphane s'échappa des haut-parleurs, furieuse et déséquilibrée. Manon pense qu'elle peut me faire tomber. Je l'enterrerai. J'enterrerai quiconque se range de son côté. Elle n'est rien sans moi. Rien. L'estomac de Manon se noua, non pas de peur, mais de clarté. Chloé baissa le téléphone. Utilisez-le, s'il vous plaît. S'il brûle, je brûle aussi. Je le sais. Mais il le mérite. Nicolas expira brusquement. C'est le clou dans son cercueil. Manon regarda l'horizon, l'endroit où sa vie avait failli se terminer et où elle était en train de la réécrire. Non, corrigea-t-elle doucement. C'est la vérité qui le rattrape enfin. Elle leva le menton, plus stable qu'elle ne l'avait été de toute la journée. Diffusons tout. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Le souffle de Nicolas se suspendit. Et quand le monde verra le vrai Stéphane Garnier, dit Manon, ce ne sera pas moi qui serai brisé. Elle se détourna de la balustrade. Je serai celle qui lui a survécu. À midi, le ciel au-dessus de la ville s'était assombri, les nuages s'amoncelant comme si la ville elle-même sentait ce qui allait arriver. Manon était assise à côté de Nicolas à l'arrière d'un SUV noir, les doigts pressés contre son ventre alors que le bébé donnait un léger coup, un rappel de la raison pour laquelle elle devait finir cela. Sa peur était toujours là, enfouie profondément, mais elle ne la contrôlait plus. Ce qui la contrôlait maintenant, c'était un but. Le téléphone de Nicolas vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. La journaliste des Échos est prête. Elle a vu les documents, l'enregistrement, les dossiers de Chloé. Elle veut une exclusivité. Manon inspira. Vous lui faites confiance? Je fais confiance à son intégrité, dit Nicolas. Et je suis convaincu qu'elle déteste les PDG corrompus plus qu'elle n'aime les faveurs. Manon hocha la tête. Alors allons-y. Quelques minutes plus tard, ils entrèrent dans une salle de presse privée dans une tour d'affaires du centre-ville. Pas de lumière vive, pas de journaliste criard, juste une seule journaliste. Valérie Dubois, le regard vif, la quarantaine, connue pour exposer la corruption d'entreprise avec une précision chirurgicale. Elle se leva à l'approche de Manon. Mademoiselle Duval, dit-elle doucement. Vous avez eu une sacrée matinée. Manon s'assit, lissant son manteau avec anxiété. Je ne suis pas ici pour détruire un homme par vengeance. Je suis ici pour arrêter un criminel. Valérie hocha lentement la tête. Et je vous crois. J'ai tout examiné. Elle leva sa tablette. C'est le plus gros scandale que j'ai vu en 10 ans. Manon déglutit difficilement. Vous me croyez? Je crois les preuves, répondit Valérie. Et les preuves crient que Stéphane Garnier n'était pas seulement contraire à l'éthique, il était dangereux. La gorge de Manon se serra, mais elle se força à continuer. Il a falsifié ma signature. Il prévoyait d'utiliser ma grossesse pour me discréditer. Il a caché des transferts illégaux. Il a manipulé les investisseurs, et il a essayé de détruire quiconque le remettait en question. Valérie cliqua sur son stylo. Mettons votre déclaration par écrit. Pendant les 20 minutes suivantes, Manon parla calmement, clairement, honnêtement. Pas comme une fiancée bafouée, mais comme un témoin, une survivante, une femme reprenant sa voix. Nicolas observait de l'autre côté de la pièce, l'admiration brillant dans ses yeux. Quand Manon eut terminé, Valérie posa son stylo. Cela sera publié d'ici 1 heure. Préparez-vous. Manon hocha la tête. Je suis prête. Mais elle n'était pas prête pour ce qui suivit. Alors que le SUV s'éloignait, le titre des Échos frappa tous les écrans majeurs de la place de la République. Valtech s'effondre. Le PDG accusé de fraude, de contrefaçon et de ciblage de sa fiancée enceinte. Puis les enregistrements furent diffusés. La voix de Stéphane rugit à travers la ville. Elle est un levier. Je l'enterrerai. Elle n'est rien sans moi. Les piétons s'arrêtèrent. Les employés se figèrent. Les présentateurs de nouvelles bafouillèrent. Twitter s'enflamma comme une traînée de poudre. Nicolas vérifia son téléphone et expira. C'est partout. Chaîne d'information, agence de presse internationale. C'est une déroute. Manon regarda par la fenêtre alors que la ville absorbait la vérité qu'elle avait portée seule pendant trop longtemps. Et Stéphane?
Comme s'il était invoqué, une autre alerte clignota. Une vidéo en direct de Stéphane assaillit devant son appartement de luxe. Des journalistes hurlant comme des loups. Monsieur Garnier, avez-vous falsifié des documents? Monsieur, avez-vous menacé la grossesse de mademoiselle Duval? Savez-vous que le PNF a ouvert une enquête? Stéphane repoussa les caméras, criant de manière incohérente, le visage rouge, déséquilibré. Et pour la première fois, Manon ne ressentit rien. Pas de peur, pas de chagrin, juste une libération. Il est fini, murmura Nicolas. Manon posa une main sur son ventre. Le bébé donna un léger coup, comme pour répondre. Non, dit-elle doucement. Il est enfin exposé. La ville autour d'elle éclata en bruit, en gros titres, en indignation, en conséquence. Mais à l'intérieur d'elle, la paix. 2 mois plus tard, la ville avait changé. Ou peut-être que c'était Manon qui avait changé. La lumière hivernale inondait le quartier Saint-Pierre alors qu'elle sortait de son nouvel appartement, modeste mais chaleureux, une écharpe lâchement nouée autour de son cou, son ventre désormais une courbe douce et visible sous son manteau. Le monde semblait plus calme, plus doux, comme une ville qui expire enfin après une tempête. La chute de Stéphane avait été rapide et brutale. L'enquête du PNF s'était étendue. L'AMF avait gelé tous les comptes liés à ces documents falsifiés. Le conseil d'administration s'était publiquement distancié. Et Stéphane Garnier, l'homme qui croyait autrefois tout posséder, faisait maintenant face à des accusations fédérales et à une réputation si toxique que même ses alliés les plus fidèles l'avaient abandonné du jour au lendemain. Manon avait tout regardé se dérouler, non pas avec vengeance, mais avec un sentiment de clôture. La justice avait fait ce qu'elle était censée faire. Elle avait quitté son ancien appartement de luxe, choisissant la paix plutôt que le luxe. Elle voulait un espace où son bébé grandirait sans ombres accrochées au mur, un espace où les cauchemars ne résonneraient pas dans les couloirs. Alors qu'elle se dirigeait vers le petit café du coin, son téléphone vibra avec une nouvelle mise à jour. Stéphane Garnier, détention provisoire maintenue. Date du procès fixée. Elle verrouilla l'écran sans lire plus loin. Ce n'était plus son fardeau à porter. À l'intérieur du café, une voix familière appela son nom. Nicolas se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches de son manteau, une expression chaleureuse qu'elle n'avait pas vue auparavant. Il traversa la pièce alors qu'elle s'approchait. « Vous avez l'air paisible, dit-il. » Manon sourit doucement. « Je me sens paisible. »« C'est nouveau, » taquina-t-il gentiment. Elle rit, le genre de rire qu'elle n'avait pas entendu d'elle-même depuis des années. Nicolas l'aida à s'asseoir, toujours prévenant, jamais intrusif. Il fit glisser une petite enveloppe sur la table. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Une proposition, dit-il. »« Strictement professionnelle, je promets. » Elle haussa un sourcil, amusée et curieuse. En l'ouvrant, elle trouva des documents juridiques, nets, clairs, généreux. « C'est une offre, » expliqua Nicolas. « Un partenariat chez Capital Éclat. Vous dirigeriez une nouvelle division éthique. Construire quelque chose d'honnête, quelque chose qui ne peut être corrompu. » Son souffle se coupa. « Nicolas, je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » dit-il doucement. « Pas pour moi. Pour vous. Vous méritez un avenir bâti sur votre intelligence, pas sur votre traumatisme. » Les yeux de Manon s'adoucirent. Pendant un moment, aucun ne parla. Dehors, la ville fredonnait à un rythme tranquille. Finalement, elle hocha la tête. Oui. Le sourire de Nicolas s'illumina. Non pas triomphant, mais soulagé. Bien. J'avais un discours de rechange prêt au cas où vous diriez non. Elle rit de nouveau. Et quel était le discours de rechange? Que je tiens à vous, dit-il doucement. Et que je ne vais nulle part. Le souffle de Manon se suspendit. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de possibilité. Nicolas, murmura-t-elle. Il tendit la main sur la table, ses doigts effleurant les siens. On y va doucement, dit-il. À votre rythme. Quand vous serez prête. Sa main se referma doucement sur la sienne. Et pour la première fois depuis que tout s'était effondré, l'avenir ne lui faisait pas peur. Il semblait lumineux, vaste, ouvert. Quand elle parla enfin, sa voix était pleine de quelque chose que le passé ne pourrait jamais toucher. Recommençons. Dehors, les nuages se dissipèrent.
À l'intérieur, un nouveau chapitre commença. Un chapitre bâti non pas sur la trahison, mais sur l'espoir. Et Manon Duval, la femme qui avait survécu à un monstre, entra enfin dans la vie qu'elle avait toujours méritée. Ainsi se termine l'histoire, et si vous êtes toujours là avec moi en ce moment, mon ami, cela signifie que quelque chose dans le parcours de Manon vous a touché d'une manière que vous n'attendiez peut-être pas. Peut-être que cela vous a rappelé quelqu'un que vous étiez, ou quelqu'un que vous devenez. Au fond, cette histoire ne parle pas seulement de trahison ou de vengeance. Elle parle de se réapproprier soi-même. Il s'agit de se souvenir, comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Manon n'a pas gagné parce qu'elle était la plus bruyante. Elle a gagné parce qu'elle s'est finalement choisie. Elle a protégé son enfant, sa vérité, sa dignité. Et c'est une leçon que chacun de nous peut emporter dans sa propre vie. Quand quelqu'un essaie de vous briser, ne vous effondrez pas. Reconstruisez. Quand quelqu'un vous sous-estime, élevez-vous tranquillement. La guérison ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence au moment où vous refusez d'être défini par la cruauté de quelqu'un d'autre. Et si cette histoire vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, faites-moi une petite faveur. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui, et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à parcourir ensemble ces histoires puissantes. Vous n'êtes pas seul, et vous êtes plus fort que vous ne le pensez.